Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle chronique psycho de DailyFX. Je suis Caroline Domanine, je suis trader et coach de trader sur la partie psychologique et comportementale. Et à ce titre, je rédige le site neuro-trading.fr. Avant de commencer cette chronique qui va parler de régularité en trading et de stress, j'aurais souhaité que vous me fassiez, comme d'habitude, votre retour sur le son. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien et si vous voyez bien le PowerPoint? Voilà, donc aujourd'hui, c'est le second épisode de la série Devenir régulier. Et la semaine, j'évoquais la nécessité de créer un cadre de trading personnel et je vous parlais du principe des dissonances cognitives et des attracteurs. Donc pour résumer à l'extrême, je dirais qu'on sélectionne des informations graphiques qui nous arrangent pour en fait justifier une décision irrationnelle qui est déjà prise, même si vous n'en avez pas réellement conscience. Donc pour s'en prémunir, je vous expliquais la nécessité d'avoir un système de trading clair, mais pas uniquement, parce que ce système doit aussi correspondre à votre personnalité. Sinon, en fait, vous ne parviendrez pas à l'appliquer avec suffisamment en fait de rigueur et de discipline pour pouvoir avoir une confiance qui soit légitime. Et ça, vous le savez au fond de vous, même si vous tentez de vous persuader du contraire. Vous sentez, d'une certaine manière, que ce système, qui est gagnant sur le papier d'ailleurs, vous ne parviendrez pas à le respecter tous les jours pendant des mois, et du coup, vous avez peur. Alors en trading, ce phénomène est assez vicieux parce que la peur n'exclut pas le danger, et j'ai même envie de dire le contraire. C'est la peur qui crée le danger, puisque la peur, qu'elle soit justifiée ou non d'ailleurs, va vous pousser à avoir des réflexes qui sont conditionnés, qui sont irrationnels et qui sont liés au stress. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc le stress, c'est un des facteurs essentiels qui vous empêche d'être régulier. Pour des raisons évidentes, c'est qu'il n'est pas directement lié à l'analyse. Et on va voir pourquoi dans quelques minutes. Et du coup, il génère fondamentalement des comportements qui sont instables. Du coup, comment imaginer parvenir à des résultats qui, si ce n'est véritablement réguliers, parce que ça je l'avais déjà évoqué, c'est pas possible, mais qui tendent vers une certaine régularité, avec une base d'application de système qui n'est pas fiable, c'est juste pas possible. Il y a un bug quelque part. Donc dans la chronique précédente où je parlais du cadre, j'essayais justement d'expliquer certains postulats mentaux d'une analyse qui sera rationnelle. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur une des causes majeures des comportements instables, à savoir le stress. Dans cette chronique, nous allons voir les trois réflexes qui sont conditionnés, en voyant déjà les origines du stress latent et ensuite donc en parlant de la fuite, de la lutte et de l'inhibition dans une première partie. Et dans une seconde partie, on verra les points communs de ceux qui gèrent bien le stress en trading et je vous donnerai des pistes de travail et des pistes de réflexion pour y parvenir de votre côté. Voilà, donc un petit rappel très rapide pour ceux qui ne connaîtraient pas encore neurotrading ou qui auraient un petit peu oublié les bases. Le stress, c'est un signal d'alarme. Donc ce signal d'alarme est déclenché par notre territoire reptilien. Et il vise à nous mobiliser face à ce que nous considérons comme dangereux. Et j'insiste sur cette formulation de considérer parce que le danger n'a pas besoin d'être réel pour que nous soyons stressés. On va y revenir. Donc globalement, quels sont les mécanismes qui font que vous considérez quelque chose comme dangereux entre guillemets? En première place, il y a évidemment tout ce qui met concrètement en péril notre sécurité. Que ce soit une sécurité physique, donc ça c'est vraiment pour le stress animal de se mettre en sécurité qui va venir à un instinct de survie concrètement. Il y a la sécurité financière évidemment qui va beaucoup nous intéresser en trading, mais il y a aussi la sécurité émotionnelle ou identitaire.
Donc là, pour le coup, où on est beaucoup plus dans des jugements de valeur, dans une espèce de rapport de cause à effet logique par rapport à notre personnalité. Donc le deuxième vecteur de stress, c'est tout ce qui nous insupporte, ou grosso modo les réalités désagréables que l'on refuse d'accepter. Et enfin, le stress peut venir d'une erreur d'affectation de l'information. Donc, je vais vous résumer vraiment de manière très rapide. Une information extérieure est considérée comme nouvelle et complexe. Et donc, à ce titre, elle devrait être gérée par un territoire cérébral qui est le territoire préfrontal. Pardon. Parce que le territoire préfrontal est le seul qui soit réellement bien équipé pour gérer ces informations qui sont nouvelles ou complexes, puisqu'il n'est pas formé de la même manière que le reste du cerveau. Enfin bref, je m'égare. Donc, une information devrait normalement être gérée par le territoire préfrontal, mais le territoire néolimbique, qui est notre mode décisionnel par défaut, n'a pas toujours envie de laisser la main. Donc il a envie de gérer le truc, bien qu'il n'en soit pas capable, qu'il n'ait pas les capacités structurelles pour gérer ce type d'input. Du coup, ça va créer un certain malaise émotionnel qui déclenche le stress. Je vais vous prendre une image, vraiment pour simplifier à l'excès la chose. Excusez-moi. Je vois, vous avez dû l'entendre dans le micro. Parce que je suis un petit peu malade, sinon je vais tousser. J'ai entendu dans la chronique précédente que c'était vraiment désagréable quand je toussais dans ce micro. Bon, bref, vous allez tout savoir. J'en étais où? Oui, donc de prendre des personnages pour vous résumer cette espèce de problème d'input d'information. Donc il y a une information complexe qui arrive. Donc imaginez, il y a un binoclard avec sa blouse blanche d'analyste de laboratoire qui va tenir un discours du type alors, si l'on s'en réfère aux données historiques combinées aux facteurs hétérogènes de la problématique, nous devrions opérer une analyse complémentaire et blablabli et blablabla et patati et patata. Ce à quoi le big boss, qui est un big boss à l'ancienne, donc notre système décisionnaire par défaut, le néolimbique, lui, il a l'habitude de faire des choses simples, rapides et efficaces. Donc, cette partie du cerveau va réagir de la manière suivante. Il va dire, voilà, tu te tais, le binoclard, là, c'est moi qui gère, on va faire tout comme d'hab, on change rien, ça marche comme ça roule, ça booste, donc voilà, on fait comme on a l'habitude de faire, et puis ton analyse, tu repasseras. Et donc il y a un troisième protagoniste qui va être le territoire reptilien qui assiste un petit peu à cette scène. Donc pour schématiser un petit peu en personnage le territoire reptilien, on peut dire que c'est un gros costaud qui voilà sa seule passion dans la vie c'est de faire des haltères dans une salle de sport. Donc il est pas très vif d'esprit. Il assiste un petit peu à cette espèce de conflit entre deux personnages qu'il respecte énormément, il voit qu'ils sont pas d'accord, du coup il a peur, il panique, il cherche pas à comprendre, il tire le signal d'alarme, c'est le stress. Alors évidemment, je raccourcis, je schématise pour essayer vraiment de vulgariser le principe, que vous compreniez le truc. Voilà, donc 3 causes, grosso modo, au stress. La première, c'est votre sécurité, quelle qu'elle soit, qui est mise en péril, donc physique, financière, émotionnelle ou identitaire. La deuxième, c'est tout simplement quelque chose que vous ne supportez pas, quelque chose qui vous met profondément mal à l'aise ou qui vous énerve. Et la troisième cause, c'est un erreur de routage de l'information. Donc, on va maintenant parler du stress latent. Donc, en fait, il y a plusieurs horizons de temps sur le stress. On peut avoir des crises de stress sur un truc qui se passe là, ici, maintenant. Mais ensuite, il peut y avoir aussi un phénomène de stress qui s'installe pendant des jours, des mois, voire même des années. Et donc, ce stress peut venir de plusieurs facteurs qui vont être plus ou moins endogènes. Et ils ont presque tous un point commun, c'est qu'ils sont profondément investis sur le résultat. Donc le premier, ça va être l'incohérence entre vos ressources
et vos attentes. Donc le fait d'avoir un espoir irréaliste. Ça peut être le besoin concret d'argent, vous avez concrètement besoin de gagner de l'argent et potentiellement d'avoir des performances élevées pour subvenir à vos besoins. Et ça, d'une certaine manière, il y a une partie de vous qui a bien conscience que c'est pas possible en l'état avec les ressources que vous avez. D'ailleurs, je digresse 2 secondes, mais voilà, est-ce que c'est besoin de vous rappeler que plus vous aurez une nécessité financière par rapport à votre trading, plus votre handicap sera important. Voilà, c'est quelque chose que je répète assez régulièrement, et je le répète encore aujourd'hui parce que c'est tellement important comme information que voilà, faut pas hésiter à y aller. Donc, autre raison du stress latent en trading, ça va être le besoin de se prouver sa valeur. Donc, en fait, une vision de soi qui va dépendre du résultat. Quand j'ai de bons résultats, je me sens fort, je me sens intelligent, voilà, je me sens bien. Et quand j'ai de mauvais résultats, eh bien, je me sens nul. Donc là, je vous rappelle une idée d'ailleurs que j'ai déjà développée, c'est que le résultat immédiat en trading n'a rien de juste. Vous pouvez avoir fait du bon travail et avoir un mauvais résultat aujourd'hui ou cette semaine, et vous pouvez avoir fait du mauvais travail et avoir un bon résultat par chance là aujourd'hui maintenant. La justice en trading, elle intervient sur la durée, sur le long terme, et c'est pour ça que vous devez franchement vous détacher du résultat immédiat, parce qu'il est fondamentalement injuste, et si vous accordez une grande importance au résultat immédiat, eh bien, vous aurez déjà une base de données qui va être faussée, et ensuite, vous allez vivre vraiment dans un grand 8 émotionnel. Donc, troisième cause au stress latent, c'est le rapport naturel et instinctif que vous entretenez avec la sécurité, le contrôle et le risque. Donc c'est 3 idées qui sont combinées. Alors je ne vais pas m'étaler sur cette question aujourd'hui parce que je vais y revenir dans la prochaine chronique qui est encore dans cette idée générale de la régularité. Mais pour résumer à l'excès, on va dire que vous allez devoir laisser tomber certaines de vos velléités de contrôle et de sécurité pour pouvoir, on va dire, désamorcer un stress qui est latent en trading. Donc et enfin, dernière famille de causes, c'est toutes les expériences négatives que vous avez déjà vécues. On a coutume de dire cet adage, d'ailleurs que j'ai cru vrai pendant longtemps, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et alors je ne suis pas d'accord avec ça, particulièrement en trading, parce que toutes les expériences négatives que vous avez pu vivre par le passé sont en fait des menaces de sanctions à venir. Et du coup, ça va vous rendre plus méfiant et plus réactif. Et donc, encore une fois, avec la théorie des dominos, engendrer du stress. Donc voilà. Donc quand on est stressé, on a 3 réactions possibles, qui sont d'ailleurs chronologiques. C'est la fuite, la lutte et l'inhibition. Et donc j'ai commencé par la fuite. Donc la fuite par rapport à votre trading au sens large. Donc avec un réflexe de fuite latent, c'est-à-dire qui vous poursuit grosso modo toute la journée pendant une longue période, vous avez des pensées confuses. En fait, vous pouvez aussi avoir du mal à trouver le sommeil, et vous avez un rapport qui est fébrile avec votre système de trading, que vous avez tendance d'ailleurs à changer assez régulièrement. Du coup, vous êtes un petit peu dans cette dynamique de switcher d'indicateurs, de changer votre vision par rapport à votre money management, parce que le réflexe de fuite amène comme ça plein d'idées, des idées qui sont très instables, qui vont et qui viennent. Donc dans votre gestion, vous manquez du coup d'assurance, parce que vous n'avez pas la conviction que votre politique de gestion est viable, et donc ce qui vous fait rentrer dans des attitudes un petit peu, j'ai envie de dire, de girouette, c'est-à-dire que vous changez d'avis un petit peu avec le vent. Donc de façon globale, vraiment pour résumer la fuite au sens large par rapport à votre trading, c'est que vous n'arrivez pas à avoir un plan de trading clair. Alors évidemment, dans ces conditions, vous êtes de plus en plus angoissé et vous rentrez en fait dans un cercle vicieux. Et
Et j'ai envie de dire, pour digresser 2 secondes, qu'il est de votre responsabilité, à un moment donné, de vous mettre en face des ressources qui sont nécessaires à votre réussite. Il n'y a que vous qui puissiez réellement faire les choix qui vous appartiennent en trading. Donc au lieu d'angoisser, de tourner et de retourner dans votre lit par exemple la nuit parce que vous ne trouvez pas le sommeil, tentez de réfléchir sur les moyens possibles à votre disposition pour accroître vos ressources au sens large. Donc ensuite, la fuite dans la gestion de position. Donc dans un stress de gestion de position, d'ailleurs, quel que soit ce stress, il y a toujours une notion d'agression à la base. Vous vous sentez attaqué par quelque chose. Donc, de prime abord, si on creuse pas trop, on peut vite faire le raccourci en se disant qu'on se sent agressé par le marché. Alors évidemment, c'est pas faux, seulement c'est terriblement incomplet parce que c'est toujours en fait une concordance entre la situation et la vision qu'on en a qui va générer le stress. Donc pour mieux gérer le stress en position, vous aurez besoin de comprendre quel est le principe actif de l'agresseur, c'est-à-dire, outre le fait de perdre de l'argent, qu'est-ce qui va être impacté, qu'est-ce qui va venir être touché par ce mouvement de marché qui évolue pas comme vous l'aviez prévu. Donc en fait, j'ai envie de dire, le marché et son mouvement immédiat, c'est que la partie émergée de l'iceberg dans un stress de gestion. Donc au niveau du réflexe de lutte plus précisément, de fuite plus précisément, excusez-moi, donc ça va se traduire par de la peur. Alors, de quoi vous avez peur à ce moment-là? C'est pas franchement la question de rentrer dans le détail. D'ailleurs, à ce moment-là, vous avez bien d'autres choses à faire que de vous poser cette question. Mais sachez que grosso modo, on va dire qu'il y a 2 familles de peurs. La première, c'est perdre de l'argent. Ce sont donc des peurs concrètes qui vont venir impacter votre vie pratique. Et la deuxième, ça va être de se tromper. Donc, ils vont venir en fait toucher votre sécurité identitaire. Sachant d'ailleurs que l'un n'empêche pas l'autre, elles peuvent être cumulées. Donc cette peur peut vous faire réagir de manière très variée, et disons que la motivation à ce moment-là est uniquement d'échapper à l'agresseur. Alors quid, je le répète, de l'identité de l'agresseur, si c'est le marché dans son ensemble, d'ailleurs vous aurez tendance à couper, et si c'est la peur d'avoir raison, vous aurez tendance à reculer le stop. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué en ayant un échantillonnage assez large. Bref, ce qui va décider en fait de la manière dont vous allez réagir à ce moment-là, c'est uniquement le hasard. Et une fois de plus, c'est pas la configuration de marché, et donc vous perdez, vous vous rendez extrêmement vulnérable à ce moment-là en cédant à un réflexe de fuite. Donc on va maintenant parler de la gestion de la perte dans cette question du stress, et donc la gestion de la perte avec le réflexe de fuite. Donc vous finissez par sortir de cette position, a priori en perte, et donc vous êtes stressé par cette perte que vous venez de prendre. Donc en fait la fuite peut vous amener à une arborescence en fait de scénarios alternatifs. Le premier acte, on va dire, il reste central, c'est la honte. Donc la honte est toujours, et je dis bien toujours, un marqueur de la fuite. Le second acte, et c'est là qu'on rentre dans une alternative, c'est que soit vous pouvez passer de la honte à la lutte, on va passer de la lutte dans quelques instants, ça c'est pour le plan A, soit vous pouvez avoir un mécanisme de protection qui vous pousse vers du déni. Et donc ça, c'est le plan B. Alors le déni, c'est une réaction qui est assez particulière et c'est assez difficile d'en sortir parce que le déni vous protège justement du stress. C'est-à-dire qu'il permet à l'individu de sortir de l'angoisse et grâce au déni, le trader se sent plutôt bien après une perte. Donc à ce moment-là, il peut être tenté de penser qu'il a une certaine capacité à digérer la perte. Et qu'il a une certaine capacité de recul. Mais en fait, c'est pas la vérité, parce qu'il ne digère pas la perte,
il la fuit et il s'y confronte pas réellement. Donc émotionnellement, évidemment, le déni, c'est tout bénef, hein. Le trader se sent bien, il est ni en colère ni apathique. Voilà, bon, évidemment, il n'est pas hyper joyeux, il vient de prendre une perte, mais bon, ça le touche pas tant que ça, il est assez détaché et il va bien. Mais concrètement, le déni est hyper pernicieux parce que il prive l'individu de la possibilité de réellement accepter une perte et d'apprendre de cette perte. Donc le déni, en fait, vraiment coupe pas mal de possibilités d'évolution et de progression. Donc deuxième réflexe conditionné en stress, c'est la lutte. Donc on va garder le même plan global, hein, donc au sens large, sur une gestion de position et sur la perte. Donc au sens large, donc sur un stress latent de lutte, la personne, évidemment, elle n'a pas une colère explosive, parce qu'elle ne peut pas avoir une colère explosive tout le temps, mais elle a tendance à être très impatiente. C'est quelqu'un qui va être en fait peut-être un râleur chronique, quoi, qui est agacé par beaucoup de choses. Et il a besoin vraiment de beaucoup d'efforts, même dans la vie de tous les jours, quand quelque chose ne lui plaît pas, pour rester calme. Dans la vision du trading, quelqu'un qui est en lutte de manière, on va dire, latente, a tendance à être dans les extrêmes. Il n'accepte pas d'abandonner, d'échouer, et avoir tort, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. Et donc ce stress latent, en fait, de lutte, c'est une autoroute vers l'obsession du trading, voire l'addiction, que j'ai déjà traité dans une chronique, donc je ne m'éternise pas. Ensuite, sur la gestion de position, concrètement, le réflexe de lutte, c'est celui qui est le plus... c'est celui qui fait le plus de carnage, quoi, hein. Donc ça vous pousse à des attitudes du type une exposition qui est beaucoup trop forte, voire délirante, l'incapacité à couper des pertes. C'est ce qui peut aussi vous pousser à rentrer dans un edge qui va être mal géré, ou je veux dire dans une espèce d'escalade d'engagement qui prend concrètement forme par des positions qui vont être pyramidées. Bref, c'est toutes les attitudes agressives que vous pouvez avoir par rapport au marché. Donc celui qui a tendance à privilégier la lutte devra plus que n'importe qui d'autre faire attention en amont et développer des espèces de garde-fous technologiques et psychologiques. Donc au niveau technologique, ça passe, je vais vous donner quelques exemples, hein, mais qui ne peuvent pas être exhaustifs parce que ça va dépendre déjà de l'unité de temps et puis de l'approche opérationnelle. Mais ça peut être par des crash stops, par exemple, qui vont être configurés et que vous ne pouvez pas dépasser. Ça peut être par un calcul automatique d'exposition par rapport à la distance de stop, potentiellement des stop suiveurs sur des positions qui vont durer un certain temps. Bref, il devra faire en sorte en fait d'avoir des outils technologiques systématiques qui vont l'aider à gérer ses positions, parce que le réflexe de lutte vraiment est dévastateur parce qu'il augmente votre engagement dans une position. Au niveau psychologique, quelqu'un qui est assez souvent dans la lutte devra créer des marqueurs physiques et cognitifs pour sentir arriver la crise, en fait. Parce qu'en général, la montée d'un réflexe de lutte, la montée est progressive, elle se fait par paliers. Et la lutte est reconnaissable assez tôt parce que ce sont systématiquement les mêmes idées que le trader a en tête. C'est des idées du type il n'y a pas moyen, je refuse, j'en suis sûr, il va se passer ceci, il va se passer cela. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà de prendre conscience de ce qui se passe et de désamorcer ce type de pensée dès qu'elle commence, et c'est ce qu'on va voir entre autres dans la deuxième partie. Ensuite, au niveau des marqueurs physiques de la lutte, c'est une forte tension musculaire dans la partie haute du corps. C'est une tendance à avoir le regard fixe et la bouche sèche. Voilà pour les plus gros marqueurs physiques de la lutte.
Donc on va maintenant parler de la gestion de la perte du trader qui est en réflexe de lutte. Donc ça se caractérise par l'obsession. Le trader en fait passe et repasse le film dans sa tête, quoi. Il rumine et voilà, et ça passe en boucle. Et donc il est en colère contre lui-même, et cette colère va logiquement l'amener vers de la culpabilité. Donc la lutte, c'est un réflexe, vous avez compris, je pense, qui est assez violent, et c'est pour ça que le trader en vient à se sentir coupable, parce qu'en trading, il est le seul à opérer. Et il a bien conscience que s'il y a une grosse perte qui a été faite, eh ben c'est parce qu'il a eu des attitudes qui l'ont amené là. Et à ce moment-là, la personne a du mal à se poser les bonnes questions. Des questions qui vont être pragmatiques, du type, voilà, qu'est-ce qui s'est concrètement passé, qu'est-ce que je cherchais à faire à ce moment-là, ou bien pourquoi est-ce que ça m'a tellement touché, pourquoi est-ce que j'ai eu ce type de réaction. Évidemment, la personne qui est, vous imaginez, dans une colère explosive, eh ben, elle a beaucoup de mal à se poser un instant pour se poser ce type de questions, et pourtant, c'est les seuls qui pourraient permettre de réellement progresser sur la durée. Donc le dernier réflexe de stress, c'est l'inhibition. Donc une personne qui est dans l'inhibition, elle est totalement découragée. Elle pense qu'elle n'y arrivera jamais. Elle se sent abattue, voilà, et elle n'a plus d'énergie. Donc généralement, elle a tendance à beaucoup dormir. Une personne qui est en réflexe d'inhibition. Et évidemment, je me répète, elle a aucune énergie pour revenir devant ses écrans. Et voilà, elle n'en a plus l'envie. Donc dans la gestion de position, concrètement, ça se résume assez rapidement, la personne est tétanisée. C'est-à-dire qu'il peut arriver, j'ai eu des clients parfois comme ça, qui ne parviennent plus à cliquer un ordre. Que ce soit pour rentrer alors même qu'ils observent un signal, ou que ce soit pour sortir. Donc sur la gestion de la perte, le trader qui va être temporairement dans un réflexe d'inhibition, vous avez compris, il est totalement abattu, il a tendance à se dévaloriser, il a envie de rien, il n'y a aucune idée qui lui vient, voilà, c'est le blackout mental. D'ailleurs, il arrive assez régulièrement que quelqu'un qui a été dans la lutte finisse en fait la course en inhibition, parce que ces réflexes, ce n'est pas l'un ou l'autre, dans l'absolu, au niveau structurel, ils sont chronologiques, c'est-à-dire qu'on commence par la fuite, ensuite vient la lutte, ensuite vient l'inhibition. On peut sortir du stress à chaque étape, évidemment, mais il est possible qu'on aille jusqu'au bout du process, et donc, j'ai envie de dire, l'inhibition, c'est le bout du chemin. Voilà, donc dans la gestion de la perte, concrètement, la personne, elle est épuisée, et le meilleur conseil qu'on puisse lui donner, c'est de temporairement faire autre chose, le temps de reprendre un petit peu d'énergie, parce que se remettre au travail à ce moment-là, c'est très peu productif, et ça ne fait que, on va dire, qu'enliser la personne dans un... voilà, dans quelque chose qui est peu porteur et assez négatif. Donc nous allons voir maintenant le secret des gens qui ne stressent pas en trading. Parce que ça arrive, ça existe, et oui. D'ailleurs, vous aussi, vous allez devoir un jour ne plus stresser en trading pour devenir régulier et profitable, et c'est évidemment tout le bien que je vous souhaite. Donc la première chose, je l'ai déjà évoqué dans la première partie, mais je le répète parce que c'est très important, c'est de ne pas être dans le besoin. Ça, c'est le premier impératif, parce que si vous êtes concrètement en danger économique, évidemment, le trading ne va pas vous aider. Là, concrètement, il y a 3 options possibles. Soit vous allez continuer à vous ruiner et finir de vous ruiner totalement, parce que le besoin d'argent va vous pousser de toute façon vers des réactions qui sont irrationnelles. Soit, donc deuxième possibilité, vous continuez à travailler sur votre trading en ayant un autre moyen pour assurer votre quotidien. Et pour pouvoir avoir du temps pour progresser, pour construire un système, pour accroître votre niveau de confiance. Enfin voilà, je ne vais pas vous refaire toute la liste. Le temps voilà, d'avoir les ressources suffisantes pour être profitable.
Soit troisième possibilité, eh bien vous passez à une automatisation qui est assez forte, et à ce niveau, entre parenthèses, faites attention parce que sur internet il y a tout et n'importe quoi qui circule en termes de robots, et vous imaginez bien que s'il y a des robots qui sont mis à disposition comme ça gratuitement à qui veut les utiliser, il est possible qu'il y en ait des bons, mais quand même statistiquement il y en a quand même beaucoup plus des mauvais, faut être lucide et il faut être logique à ce niveau-là, ou vous suivez les signaux d'un trader de confiance, et je ne vais citer personne. Voilà. Donc bon, grosso modo, comprenez bien une chose, si vous êtes réellement dans une situation économique qui est problématique, gérer le stress, ça sera très difficile, à moins que vous ayez déjà, évidemment, une expérience très solide en trading, et dans ce cas-là, c'est un cas particulier. Donc, deuxième point commun des personnes qui gèrent leur trading sans stress, c'est une bonne connaissance de soi. Et ça, j'ai remarqué que c'est vraiment systématique. Après, c'est pas forcément des personnes qui sont sensibles au développement personnel, mais c'est des gens qui ont une acuité réelle, une sorte de présence à eux-mêmes, qui leur permettent de comprendre naturellement ce qui se passe en eux, même s'ils ne savent pas forcément l'expliquer, parce que cette connaissance est de l'ordre du ressenti naturel. Donc à ce niveau-là, il y a trois types de marqueurs. Il y a des marqueurs qui sont physiques, des marqueurs qui sont mentaux et des marqueurs qui sont émotionnels. J'ai déjà rapidement évoqué les marqueurs physiques, je crois que c'était sur la lutte. Donc bon, je reviens pas dessus. Ensuite, je vais vous expliquer que les marqueurs en fait émotionnels sont étroitement liés aux marqueurs physiques, qui en sont d'ailleurs généralement la cause. Parce qu'une émotion, elle est très corporelle à la base. Que ce soit au niveau hormonal, musculaire, enfin voilà, l'émotion se traduit et se nourrit du corps, et ce qui va créer donc les marqueurs corporels et émotionnels, ce sont des marqueurs cognitifs. Donc autrement dit, pour faire court, c'est ce que nous pensons qui va créer un état émotionnel. Alors quand on sait ça, même si ça paraît évident, mais c'est bon de le rappeler parce que ça offre des perspectives qui sont incroyables, parce qu'on a un fort contrôle possible sur nos pensées. Si vous faites des pauses régulières en observant un petit peu ce qui se passe et en prenant un certain contrôle sur le type de pensée que vous laissez filtrer dans votre tête, eh bien, vous arriverez d'une part à une meilleure connaissance de vous-même et par voie de conséquence à une meilleure maîtrise. Donc, troisième point, donc un système qui est cohérent. Alors, tous les traders zen que je connais ont un cadre qui correspond à leur instinct et à leur personnalité. Donc la semaine dernière, j'abordais le cadre. Je vais donc, une fois de plus, passer beaucoup dessus. Je sais qu'il y a beaucoup d'idées comme ça sur lesquelles je vous dis, je l'ai déjà abordé, donc je passe, mais c'est la vérité. Et en fait, le sujet est tellement vaste que je préfère ne pas me répéter inutilement pour pouvoir aborder des idées nouvelles. Donc un système qui est cohérent, c'est par exemple opérer dans un endroit où vous vous sentez bien, avec une routine de travail qui vous plaît, avec une philosophie opératoire qui va correspondre à votre vision du monde. Et pour illustrer un petit peu cette idée, je vais prendre l'exemple d'un client que j'ai eu la semaine dernière, qui trade depuis longtemps et qui est d'ailleurs assez profitable. Bon, il venait me voir pour... Bon, peu importe, ça vous regarde pas. Donc on va l'appeler Paul. Je sais, je suis très imaginative sur les prénoms. Tous mes exemples, ils s'appellent Paul. J'ai choisi comme... le trader anonyme s'appelle Paul chez Neurotrading, c'est comme ça. Donc Paul a une très forte facette de philosophe. Donc pour résumer, pour lui, le verre est toujours à moitié plein. C'est quelqu'un qui est très positif, c'est quelqu'un qui est calme et qui a besoin de faire les choses avec une certaine sérénité pour se sentir bien. Donc dans son approche de trading, il fait du suivi tendance en swing sur le CAC, le Bund et le Gold. Et en fait, il a plusieurs positions en même temps. Des positions qui sont très peu exposées, évidemment,
et il va aussi travailler plusieurs unités de temps sur ces 3 marchés. Donc sa politique de risque, évidemment, est adaptée d'une part à l'échelle de temps de la position et aussi à la volatilité du marché sur lequel il travaille. Donc comme il gère souvent entre 10 et 20 positions en même temps, généralement sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines, il a configuré des stops dynamiques et il a évidemment aussi un crash stop qui est positionné selon une configuration de marché qui est voilà, selon des marqueurs, des indicateurs qui sont bien définis. Et en fait, la taille d'entrée de sa position va être délimitée selon la distance de ce crash stop. Ensuite, je veux dire, voilà, son curseur de risque, c'est la taille de position. Il ne va pas en fait délimiter son risque par rapport... il ne va pas se dire, voilà, je souhaite risquer tant, donc je mets le stop à tel endroit. Non, le raisonnement est inversé. C'est j'ai besoin de mettre un stop à tel endroit. Je souhaite risquer tant sur ce trade, donc ma taille de position sera celle-ci. Donc alors évidemment, Paul porte une attention très forte à l'entrée en position, et ça pour une raison aussi qui est structurelle à sa personnalité, c'est qu'il a un instinct grégaire qui est assez méfiant. Et d'ailleurs, entre parenthèses, cet instinct grégaire méfiant, c'est une dissonance avec la facette du philosophe. Enfin bref, les dissonances, donc j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus. Donc, il configure en fait des outils de gestion qui sont dynamiques et ensuite, il laisse faire. Et il le vit bien parce qu'il sait que chaque position est faiblement exposée. Alors, s'il est arrivé, s'il en est venu à cette approche, c'est parce que, pour plusieurs raisons, c'est parce qu'il ne supporte pas les écarts violents. C'est-à-dire que, bon, pour lui, concrètement, risquer 10% de son capital sur une journée ou sur une semaine, c'est pas vivable. Enfin voilà, c'est absolument pas confortable pour lui. Et d'un autre côté, il ne parvient pas à rester scotché longtemps devant ses écrans. Il a besoin de faire d'autres choses, il a besoin de se déconnecter très régulièrement pour pouvoir avoir une certaine sérénité et une bonne concentration. Alors je prends l'exemple de Paul, bon déjà parce que c'est quelqu'un que j'ai vu la semaine dernière, donc il est tout frais, et ensuite parce que Paul a mis énormément de temps avant d'en arriver à avoir ce système de trading construit qui correspond à sa personnalité, et maintenant il arrive à trader sans stress, mais pendant des années c'est quelqu'un qui a été assez sujet aux différents réflexes conditionnés dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Voilà, donc ensuite, autour de son trading, là je vous ai parlé de son système de trading, mais autour du trading, il y a aussi toute une organisation de vie qui vient venir en fait, qui vient appuyer les motivations de sa facette philosophe. Donc par exemple, il a mis son bureau dans un endroit qui est lumineux, avec des plantes. Ensuite, dès qu'il y a un rayon de soleil, il habite à côté d'une forêt, donc dès qu'il fait beau, il va se promener, parce qu'il a besoin du contact avec la nature. Ensuite, pour se décontracter, il voit très régulièrement ses amis. Donc voilà, il se fait souvent des restos, il va boire un verre, il rigole avec eux, bon, enfin bref. Et ensuite, il y a un autre truc, c'est que quand il est à cran, parce que ça lui arrive quand même, hein, évidemment, il fait de la menuiserie. Voilà, bon, la menuiserie ou autre chose, peu importe. Le tout, c'est de trouver quelque chose qui permette de se ressourcer assez facilement et régulièrement, jour après jour. Et donc, c'est l'ensemble de tous ces facteurs, donc des facteurs qui sont opérationnels par rapport au trading et des facteurs de vie qui lui ont permis d'avoir une equity curve qui est aujourd'hui assez régulière. Donc, autre idée, c'est d'avoir des outils de gestion qui sont adaptés aux besoins stratégiques et aux besoins psychologiques. Alors, ça aussi, hein, c'est un point commun que j'ai pu observer et où, je veux dire, après, où il y a des postulats qui sont humains et qui sont logiques. Bon, bref. Tous ceux qui parviennent à vivre en fait sans stress avec leur trading ont une gestion qui est claire
et une gestion qui est saine. Donc ils savent combien ils risquent et ils ont parfaitement conscience de la hauteur de leur engagement. Alors ensuite, les besoins et les possibilités technologiques, évidemment, vont être variables d'une personne à l'autre, déjà par rapport à sa personnalité et ensuite par rapport à sa manière d'opérer et à son organisation pratique. Mais grosso modo, pour faire simple, on va dire que plus un trader a tendance à être dans l'émotion, plus il aura besoin d'outils informatiques pour l'aider à gérer. Et on va dire qu'il y a deux grandes familles d'outils de gestion. Je ne parle pas d'outils d'entrée, donc qui vont fournir des signaux d'entrée, mais vraiment dans la gestion. Donc il y a ceux qui vont calculer la taille de votre position et ceux qui vont gérer la sortie. Alors pour les premiers, on va dire qu'il y a deux visions qui sont assez opposées. Je vais tenter d'être impartiale parce qu'il y en a une qui a clairement ma préférence. Voilà. Donc la première vision, c'est une exposition qui est fixe. Et dans ce cas, le stop aussi doit être fixe, évidemment. Vous risquez X% de votre capital, vous avez un stop à telle distance de votre point d'entrée, et donc vous entrez avec tant de lots, tant de contrats, tant de mini-contrats, enfin peu importe. Voilà. Et donc la deuxième vision, c'est un stop qui est dynamique, c'est-à-dire qu'un stop qui est variable selon les zones de blocage de prix, et du coup l'exposition dans ce cadre-là doit être dynamique elle aussi, puisque ce que vous êtes prêt à perdre ne change pas d'un trade à l'autre, avec un cadre qui est clairement défini. Je veux dire, vous n'êtes pas prêt de manière rationnelle et factuelle à perdre plus le lundi que le mardi, à moins évidemment que vous ayez une vision, mais là on rentre dans quelque chose du coup qui est un petit peu poussé techniquement, qui est une vision de corps satellite où vous réinjectez dans votre balance les gains ou les pertes qui ont déjà été faites. Bon, bref. Voilà, donc l'idée centrale en fait d'une gestion sans stress, c'est la maîtrise de ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà, ça c'est une idée qui est assez simple et qui est binaire. Et si vos stops sont standardisés, eh bien votre exposition est standardisée aussi. Si votre stop est variable selon la configuration de marché, eh bien la taille de position doit aussi changer en conséquence. Donc ensuite, sur les outils de sortie, il y a évidemment beaucoup de possibilités et ça serait assez fastidieux d'en faire la liste, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà, je vais reprendre l'exemple de Paul, donc avec son côté philosophe. Au niveau de sa sortie, c'est quelqu'un qui, étant donné qu'il a une nature très optimiste, eh bien, il ne met pas de target. Dans sa nature, je veux dire, c'est comme ça qu'il est confortable. Par contre, d'un autre côté, il a aussi une certaine méfiance, je vous rappelle, qui est due à son instinct grégaire, et donc sa sortie va se faire sur des retracements, puisqu'il a configuré évidemment des stop suiveurs, et en fait des stop suiveurs qui, selon un indicateur de volatilité, va se décaler selon une volatilité plus forte. Voilà, donc bref. On ne va pas rentrer dans l'informatique ou la stratégique puisque c'est pas mon sujet. Je suis là pour vous parler de psycho. Mais grosso modo, pour répondre à la facette du philosophe, Paul a eu besoin de retirer des targets. Et pour répondre à sa méfiance grégaire, Paul a eu besoin de configurer des stop suiveurs qui sont en relation directe avec la volatilité conjoncturelle du marché. Voilà. Donc, autre point commun des traders sans stress, c'est qu'ils acceptent d'avoir tort. Alors ça, c'est un gros point commun avec la totalité. Et en fait, c'est la confiance dans le système qui va vous permettre d'accepter d'avoir tort. Quand on a une confiance juste, en fait, une série de pertes ne va pas concrètement remettre en cause une sensation de compétence ou même, je veux dire, une certitude qui est légitime d'avoir un bon système de travail.
D'ailleurs, la semaine prochaine, je reviendrai sur cette question quand j'aborderai donc les notions de sécurité, de contrôle et de risque. Mais grosso modo, le dialogue interne, ça peut être ça, ça peut être voilà. Avec ma méthode de travail, j'ai X% de chance d'avoir raison. Donc ça, entre parenthèses, pour pouvoir avoir cette information, ça signifie que vous avez fait une large étude sur le passé. Je reviens toujours sur ces idées centrales. Donc voilà, j'ai X% de trades gagnants, donc j'ai X% de chances d'avoir raison. Et dans la multitude des opérations que je réalise, évidemment, il y en a certaines qui sont perdantes, c'est normal, ça fait partie du boulot, et ça ne me touche pas dans ma valeur propre. Voilà un petit peu le langage interne en termes de confiance qui va y avoir. Donc de façon plus générale, pour se détacher d'un stress de résultat, vous devez vraiment faire la distinction entre votre valeur humaine, et votre valeur individuelle, et vos performances. Trop de gens en fait font l'amalgame entre leur performance et leur valeur propre. Et du coup, c'est comme si vous mélangiez dans une ratatouille des choses qui n'ont absolument rien à faire ensemble, où vous obtenez au bout du compte voilà, un plat qui est, excusez-moi l'expression, mais passablement dégueulasse, quoi. Autre point commun, et c'est le dernier, c'est un jugement nuancé. Donc c'est un petit peu d'ailleurs dans la même vague d'idées que d'accepter d'avoir tort, et donc c'est d'avoir une certaine nuance de jugement. Bon, il y a des domaines de vie où c'est très difficile d'être nuancé, parce que c'est des choses qui vont vous toucher émotionnellement de près, et il ne faut pas que le trading en fasse partie. Quand vous êtes face à ces situations qui vous touchent émotionnellement, vous réagissez au quart de tour, et j'ai envie de dire, à ce moment-là, vous êtes complètement en pilote automatique, ce qui vous renvoie vers la fuite, la lutte et l'inhibition. Et en fait, ces situations vont être considérées comme des agressions. Donc un trader qui a une certaine régularité a appris à nuancer son jugement sur ses résultats. Pour lui, en fait, l'échec et la réussite ne sont jamais définitifs. Donc autant on a peu de contrôle conscient sur les émotions qui sont corporelles, je vous le rappelle, autant on a vraiment un grand pouvoir sur leur genèse. Donc le stade qui précède l'émotion, qui est donc un stade qui est cognitif. Donc nos pensées vont créer des émotions et vous avez un contrôle très très fort sur vos pensées. Donc quand vous avez un résultat qui ne correspond pas à ce que vous attendiez, vous pouvez vous poser ce type de questions. Qu'est-ce que je peux penser de différent ? Qu'est-ce que ça m'apprend ? Quelle importance est-ce que ce trade aura dans un an ? Quelle importance il a sur ma réussite au sens large ? Donc cette nuance en fait de jugement permet de prendre du recul et donc par effet domino d'avoir un meilleur contrôle sur soi et sur ses émotions. Ah non, il restait une autre idée, je l'avais oubliée, heureusement elle est notée. Donc la dernière idée, c'est d'accroître vos ressources. Alors ça me rappelle, c'est pour ça que je l'ai noté, cette prière des alcooliques anonymes. Bon, non pas que je sois une habituée de ces réunions, mais c'est une phrase que j'aime beaucoup. Donne-moi la force de changer ce que je peux changer. D'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse de faire la différence. Donc, dans cette idée de ressources, vous êtes pleinement responsable des ressources que vous mettez en place pour gagner. Autant vous n'êtes pas responsable du résultat immédiat, autant vous êtes responsable des différents moyens que vous mettez en place dans votre trading. Et alors, là où c'est une activité aussi qui est très particulière, c'est que le trading n'est absolument pas une activité sociale, c'est-à-dire que vous travaillez seul devant vos écrans, et du coup, vous êtes le seul, concrètement, à pouvoir faire le job. Et donc, évidemment, il est de votre devoir d'accroître vos ressources. Ces ressources, alors elles sont évidemment analytiques, donc en termes de compétences, elles sont informatiques,
elles sont organisationnelles. Souvenez-vous l'exemple de Paul qui, quand il n'est pas bien, va faire de la menuiserie. Elles sont humaines. C'est ce que j'essaye de plus ou moins de vous donner dans cette chronique avec de la gestion de stress. Et elles sont aussi évidemment émotionnelles. Et donc le fait que vous soyez totalement responsable de vos ressources, ça aussi c'est quelque chose qui est assez du coup anxiogène, puisque vous ne pouvez pas vous reposer sur quelqu'un d'autre. Et alors sur des personnes qui arrivent à gérer leur trading sans stress, c'est des personnes qui ont vraiment une attitude et une vision d'acteur par rapport à leurs ressources et qui sont pleinement responsables de ce qu'ils vont mettre en place. Donc pour conclure, j'ai rappelé l'idée de base de cette chronique, qui est que pour être régulier dans vos performances, vous devez apprendre à gérer votre stress, et vous avez compris que ça passe par des moyens concrets, par un travail sur votre mental, dont la ligne directrice sera grosso modo de changer de vision sur votre perception du danger au sens large. Donc de redéfinir ce que vous considérez comme dangereux. Voilà. Il est 17h51. Je vais faire vraiment un très très rapide survol des questions puisqu'il est très bientôt 5h. Voilà, donc je vous demande 2 minutes. Ouais, donc on marque le pire, c'est la peur sur une position réelle et en cours. Oui, ça c'est sûr. Alors on me demande pourquoi, quand j'abordais le déni a priori, pourquoi est-ce qu'on a tellement tendance à être de mauvaise foi? C'est un mécanisme de protection. Émotionnellement, on a tendance à vouloir se protéger de tout ce qui est évidemment douloureux ou désagréable, même si d'ailleurs le mécanisme de protection parfois pousse vers une certaine douleur, enfin c'est une autre question. Et donc le déni, c'est un mécanisme de protection. Quand je rentre dans le déni, je ne me confronte pas à ma responsabilité, je ne me confronte pas à ma douleur aussi, et donc je ne souffre pas. Le problème, c'est que ça protège effectivement de l'échec, le déni, mais ça protège aussi de la réussite. Alors on me demande quelle est ma préférence personnelle pour la stratégie du stop. Si vous suivez vraiment, enfin je ne sais pas si la personne qui me pose cette question a déjà écouté d'autres chroniques. Je vais y répondre. Pour beaucoup de raisons qui seraient longues à expliquer là maintenant, ma préférence, elle va évidemment pour un stop dynamique, pour la raison principale qu'avec un stop fixe, c'est vous qui fixez le niveau du stop, donc la distance de votre stop par rapport à votre point d'entrée, sans prendre en compte la configuration réelle du marché. Est-ce que le marché est dans un range? Est-ce qu'il est dans une tendance qui est claire? Est-ce que c'est un marché qui est très volatile? Est-ce que je suis sur des heures de forte volatilité? Avec un stop fixe, donc on va dire par exemple sur le Forex, un stop que vous allez mettre systématiquement à 15 pips, peu importe, eh bien toutes ces questions, vous ne les posez pas, et donc évidemment, vous ne pouvez pas du coup être, ouvert aux informations du marché que vous analysez, puisque ce qui va délimiter la distance de votre stop, c'est pas le marché, c'est ce que vous avez décidé. Or, pour faire court, on va dire une chose, c'est que le marché, il s'en fout de ce que vous avez décidé, c'est pas son problème. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous remercie. Cette chronique sera disponible sur les chaînes YouTube de DailyFX ou sur la mienne. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.